Bien, bonsoir à tous. Bonsoir sur ce premier cercle de Génération Frexit. Je le rappelle, le premier cercle, c'est une sorte de petite récompense en avant-première pour tous ceux qui s'investissent dans notre mouvement politique Génération Frexit, qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur argent, de leur bonne volonté pour pouvoir faire avancer notre cause, qui est la tenue d'un référendum sur l'appartenance de notre pays à l'Union européenne. Et ce soir, eh bien, nous avons l'honneur d'inviter, de recevoir quelqu'un qui a signé d'ailleurs la pétition pour pouvoir que ce débat démocratique se tienne. Et s'il avait à voter pour ou contre la sortie de la France de l'Union européenne, eh bien, il voterait contre la sortie. Il voudrait que la France reste dans l'Union européenne. Mais toutefois, contrairement à beaucoup d'autres de nos opposants, eh bien, il est pour le débat. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut lui reconnaître. Et de plus, outre le fait donc que c'est quelqu'un qui fait montre d'une honnêteté intellectuelle et d'une volonté de débattre, c'est aussi, et c'est pour ça que nous le recevons ce soir, l'un des grands spécialistes mondiaux de l'inflation. Alexandre Lohmann est un Français expatrié au Brésil. Il travaille pour un grand fonds d'investissement brésilien. Et c'est donc un économiste, et pas un économiste universitaire, c'est un économiste de terrain, c'est quelqu'un qui, chaque jour, se confronte à la réalité économique et dont les choix permanents, dont les prévisions, sont sanctionnés par la réalité. Et ce n'est pas simplement donc un théoricien, c'est un praticien. C'est un praticien dans un pays qui a longtemps connu l'inflation, alors que les pays du Nord pensaient que c'était un spectre disparu. Eh bien, le fait qu'Alexandre Lohmann ait pu, comment dire, se mettre ses talents au service d'un pays qui a eu une longue histoire avec l'inflation, eh bien, maintenant que ce fantôme est revenu, et peut-être pour longtemps, dans l'Union européenne et en France, eh bien, il va pouvoir nous apporter ses lumières. Alors, je vais lui laisser la parole, se présenter peut-être un peu mieux que je ne l'ai fait, et puis ensuite, nous rentrerons dans, je vais dire, le corps de notre interview, de notre entretien, puisque nous parlerons de l'inflation particulièrement en zone euro, de de ses causes lointaines, de ses causes immédiates, et aussi comment s'en sortir. Est-ce que rester dans l'euro reste aujourd'hui la meilleure des solutions? Est-ce que récupérer une monnaie nationale pourrait nous sortir de l'ornière? Eh bien, nous lui posons la question. Alexandre, c'est à vous. Merci pour cette introduction, Philippe. Merci pour l'invitation. Alors, la présentation était un peu flatteuse. Je pense que dire spécialiste mondial, c'est un peu excessif. La réalité, c'est que, comme le cycle d'inflation a commencé bien avant, euh, il a commencé à peu près à la deuxième moitié de 2020 au Brésil, et seulement en 2021 en France. Ici, on avait un petit peu d'avance sur vous, sur la capacité à identifier le processus et à faire les diagnostics adéquats. Euh, et donc voilà, je dirais que bon, peut-être spécialiste national, international, je ne sais pas trop. Mais voilà, donc en fait, on était avec tout un groupe d'économistes. On était très focalisé sur la question du prix des matières premières, notamment agricoles, et les liens entre le climat, les variations climatiques cycliques de plus ou moins long terme, et le prix des denrées agricoles. Et à partir de la seconde moitié de 2020, on a commencé à identifier toute une série de facteurs hyper inflationnistes. Euh, et, euh,
Et tous ces facteurs, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'ils étaient pas simplement des facteurs locaux, mais aussi des facteurs internationaux que tous les pays allaient connaître. Et à partir du début 2021, j'ai commencé à intervenir un petit peu à droite à gauche sur les réseaux sociaux, dans divers canaux YouTube, pour parler de la crise inflationniste qui arrivait, qu'elle était complètement sous-estimée par les partis politiques, par les intervenants, par le gouvernement. Et donc voilà, on en était là on va dire jusqu'à la moitié de 2022. Je pense que maintenant les choses ont un peu changé, si vous voulez. Je pense qu'il ne faut pas avoir toujours une crise de retard, comme c'était le cas avant pour ceux qui étaient complètement à la ramasse sur la crise inflationniste. Depuis à peu près juin 2022, vous avez eu une réaction assez forte des banques centrales dans la lutte contre l'inflation. Alors qu'est-ce qu'on entend par posture assez forte? C'est premièrement la Banque centrale américaine, la Federal Reserve, qui a décidé d'augmenter, de passer à un rythme de hausse de taux de 0,75 par réunion. Et de l'autre côté, la Banque centrale européenne qui est sortie progressivement de sa posture un peu négationniste et qui, sans faire une hausse des taux aussi rapide que la Banque centrale américaine, s'est vraiment ralliée à l'idée de lutter contre l'inflation en montant les taux. Et notamment aujourd'hui, hein, dans leur communication, ils ont dit que voilà, clairement, le cycle de hausse de taux en zone euro va se poursuivre et le combat contre l'inflation en zone euro va être beaucoup plus long qu'aux États-Unis. Et en fait, ce cycle de resserrement monétaire global et accéléré dans le cas de la Federal Reserve, elle a provoqué une très forte baisse du prix des matières premières. Alors ça n'a pas été en ligne droite, hein, vous avez eu un peu du hockey notamment, des hockeys pardon, vous avez eu les prix du pétrole qui ont baissé jusqu'à, on va dire à peu près hein, en dessous de 85 dollars. Hein. Pour rappel, on était monté jusqu'à 140 hein, au tout début du déclenchement de la guerre, et on est retombé à 85 à peu près. Puis vous avez une forte hausse en octobre, au moment où l'OPEC a décidé de réduire sa production de 2 millions de barils. Donc là, vous avez une nouvelle hausse de l'inflation. Et finalement, face au risque de récession mondiale, donc de diminution de la demande, et face à la hausse des taux, hein, qui a un impact direct sur l'inflation, à la fois parce que la hausse des taux réduit l'activité économique et donc réduit les anticipations de demande future, mais également ça tue un peu les spéculateurs. Parce que si vous voulez spéculer sur les contrats futurs concernant le pétrole ou l'essence, par exemple, c'est pas du tout la même chose si vous devez financer votre position spéculative à 0%, et si vous devez la financer en empruntant à 5%. C'est pas du tout la même chose. Et donc progressivement, le resserrement monétaire a provoqué une très forte baisse du prix des matières premières, comme je l'ai déjà relevé. Et ça a déjà permis dans beaucoup de pays de calmer sérieusement l'inflation. Par exemple, aux États-Unis, sur les 5 derniers mois, l'inflation accumulée, elle est de 1% sur 5 mois. Ce qui est très bas. Et on est quasiment, en termes de niveau mensuel d'inflation, si on prend la moyenne des taux des derniers mois, on n'est plus très loin du niveau compatible avec l'objectif de la Banque centrale de 2%. On va prendre un autre exemple. Par exemple, ici au Brésil, vous avez eu des très fortes baisses de taxes qui, couplées à cette baisse des matières premières que j'ai évoquée, ont permis à l'indice d'inflation d'enregistrer la plus forte déflation depuis que la série de l'indice d'inflation existe. Voilà. C'est une première.
Il n'y a aucun précédent. Ça correspond à une baisse trimestrielle cumulée de 1,30% au, euh, au troisième trimestre. Et globalement, là, on est dans un scénario d'inflation beaucoup plus tranquille. Donc voilà, il faut faire attention à ne pas avoir une crise de retard. Et au moment où tout le monde prédisait une déflation, ne pas voir que l'inflation arrivait. Et inversement, au moment où tout le monde ne parle que d'inflation, ne pas voir que justement, finalement, c'est la déflation qui arrive. Les phénomènes économiques sont cycliques. Chaque cycle dure quelques années. Et là, je pense qu'on est dans un moment d'inflexion du cycle d'inflation mondiale. Alors là, est-ce que vous allez faire des questions entre chacun de mes développements ou est-ce que je voulais que je continue? Oui, à la rigueur, justement, sur cette question de déflation mondiale, est-ce que l'Union européenne ne risque-t-elle pas d'être justement en décrochage, puisque si le reste de l'économie mondiale semble avoir en effet limité l'inflation, elle a l'air au contraire de s'accroître essentiellement dans la zone euro et il est vrai aussi en Grande-Bretagne. Donc, est-ce que le vieux continent serait-il, par ses choix géopolitiques un peu particuliers, serait-il justement en train de décrocher du reste du monde? Alors ça c'est le problème, c'est que la situation actuelle de l'inflation en Europe, elle est un peu particulière parce que les données du mois de novembre, octobre-novembre, alors les données définitives de novembre ne sont pas encore sorties, elles sortiront demain, mais a priori euh, les données à être publiées demain devraient montrer que certains pays ont clairement passé le pic. Je pense notamment à l'Espagne qui a eu une déflation ce mois-ci et qui a vu son taux en glissement annuel se réduire fortement et passer sous le taux français. Il y a d'autres pays qui sont avec une inflation qui augmente fortement. Je pense à l'Italie qui a des problèmes importants. Donc c'est un peu compliqué. La situation est différente de pays à pays, mais clairement on s'achemine vers, comment dire, on a passé le pic. Le problème est le suivant. Euh, c'est une question de vitesse du processus de désinflation. C'est-à-dire que non seulement les autres pays dans le monde ont parfois eu une inflation plus faible que l'Europe, mais également parce que l'inflation est un phénomène avec beaucoup d'inertie. Nous allons connaître une déflation, une désinflation plus lente. Et très vite, ça va plus forcément être pertinent de parler en termes d'inflation en termes absolus, mais il va falloir raisonner en termes relatifs. C'est-à-dire que notre désinflation, elle sera si en face les pays, nos partenaires commerciaux sont en inflation zéro, voire en déflation. En fait, on va perdre beaucoup de compétitivité. Voilà, faut penser en termes relatifs. Et alors, la situation française elle est un peu plus particulière parce que il faut vraiment comprendre que la stratégie de lutte contre l'inflation de la part du gouvernement français, c'est à peu près la même que contre le Covid-19. Il fallait lisser la courbe pour éviter qu'il y ait une cassure totale, je ne sais pas comment dire, un, un Armageddon dans le système dans le système de santé français. Et donc pour permettre au système de santé de tenir, on a décidé d'aplatir la courbe des contaminations, c'est-à-dire diminuer le nombre de contaminations aujourd'hui en échange de nombres un peu plus élevés demain, vu qu'il y avait moins de personnes euh, contaminées au tout début. Euh, et alors pour l'inflation, c'est à peu près la même chose qui a été décidée, c'est-à-dire que assez rapidement, avant même la guerre en Ukraine, parce que le bouclier tarifaire, ça date de la fin 2021, donc avant la guerre en Ukraine, le gouvernement a décidé de geler les prix du gaz et de l'électricité, les tarifs réglementés du gaz et de l'électricité, et de les laisser augmenter que de 4%. Alors que si vous prenez les documents de la Commission de régulation des prix de l'énergie, euh,
à l'heure actuelle, si on n'avait pas fait ce réajustement, on devrait au total augmenter les prix d'à peu près 122%. J'ai vérifié les chiffres ce matin. Donc voilà, le gouvernement a pris pas mal de mesures, donc ce bouclier tarifaire, la ristourne. euh, on a eu aussi des prix des services publics, par exemple, enfin, des transports en commun, des services de santé qui n'ont pas augmenté en ligne avec l'inflation. En fait, tout le secteur des prix qui sont plus ou moins influencés par l'État a été vraiment dompté par le gouvernement afin de lisser la crise inflationniste. Et il faut vraiment comprendre que c'est simplement un lissage, c'est-à-dire que toute la hausse des prix de l'énergie qui est réprimée par le bouclier tarifaire, elle va devoir se faire. Probablement qu'au bout d'un moment, le coût budgétaire va être tellement important que le gouvernement va être obligé d'abandonner cette politique et de donner de grosses augmentations des prix de l'énergie, euh, ce qui va pousser l'inflation française à la hausse. C'est-à-dire que on a eu une inflation plus faible que les autres pays européens au tout début de la crise. Hein, actuellement, en novembre 2022, en glissement annuel, il n'y a qu'un seul pays qui fait mieux que la France, c'est l'Espagne, en zone euro, hein, je parle bien. Euh, mais progressivement, on devrait avoir une inflation plus forte que le reste de la zone euro, justement parce qu'on défait un petit peu, tous les contrôles de prix, toutes les ristournes. Par exemple, au mois de novembre, donc toujours la dernière donnée en date, la France a eu un taux d'inflation de 0,4% en taux mensuel, alors que beaucoup de pays comme l'Espagne ou l'Allemagne sont soit en déflation, soit en inflation zéro. Pourquoi? Parce que les prix de l'essence ont fortement baissé. Donc les pays la plupart des pays européens en bénéficient plein pot, sauf que la France, qui a fait qui avait fait sa ristourne, eh bien, nous avons annulé en partie la ristourne ce mois-ci, et ce qui a fait augmenter les prix. Donc nous, on se retrouve avec un taux d'inflation positif qui fait que notre taux en glissement annuel il stagne par rapport au mois dernier, tandis que dans l'ensemble de la zone euro, vous avez des baisses, et parfois très fortes, du taux d'inflation en glissement annuel, du fait de cette déflation de l'énergie qui n'est pas compensée par un, un débouclage des mesures de baisse de prix ou de contrôle de prix. Et alors, Désolé Alexandre, est-ce que le bon comment dire, résultat espagnol ne s'explique pas aussi par le fait que l'Espagne soit sortie du marché unique de l'électricité et que donc ces entreprises, parce que autant il y a le bouclier tarifaire pour les particuliers, autant le bouclier tarifaire sur l'électricité et le gaz n'existe pas pour les entreprises. Et donc les entreprises qui ont dû maintenant, en France, recevoir leur échéancier d'électricité sont obligées d'augmenter leur prix. Alors qu'en Espagne, eh bien, l'augmentation de l'électricité était bien moindre et où donc les entreprises espagnoles sont moins obligées désormais de répercuter l'augmentation du prix de l'électricité. ouais, alors en fait, je pense que ça doit jouer. On ne voit pas encore le plein impact de ces problèmes de ces, comment dire, de ces, de cette sortie ibérique du système du marché européen de l'électricité. Je pense que ça, c'est plutôt une mesure sur le. Il faut attendre un petit peu plus pour avoir les effets parce que les réajustements de prix de l'énergie, les contrats pour les entreprises, c'est des choses d'un peu plus long terme. Et donc je pense que ça, on verra vraiment le résultat à la fin du match. Euh, on va dire il faut attendre encore d'ici un semestre pour voir à peu près l'impact total. Mais je saisis l'occasion pour parler élargir un peu le débat. Et je sais qu'on en a déjà parlé tous les deux, mais en France, vous avez tendance à avoir une vision un peu restreinte de l'inflation.
et vous considérez uniquement le panier de la ménagère. En réalité, l'inflation, c'est beaucoup plus que le panier de la ménagère. C'est le prix payé par les entreprises agricoles, industrielles, par les artisans. C'est aussi les prix de l'immobilier. Et c'est vrai que la politique d'Emmanuel Macron, en fait, elle s'est focalisée pour réduire l'indice des prix aux consommateurs, donc la partie de l'inflation qui pèse directement sur le consommateur. Donc c'est assez compréhensible, hein, parce que, enfin, essentiellement, la politique de lissage de l'inflation, c'était pour éviter un mouvement style Gilets jaunes 2 et pour préserver le capital politique du président à l'approche des élections. Euh, et donc, l'essentiel des mesures, elles ont protégé le consommateur et beaucoup moins les entreprises. Et si vous faites le même classement des taux d'inflation, le gouvernement publie chaque mois le classement de l'inflation en zone euro, et on s'aperçoit souvent que la France est parmi les bons élèves en termes d'indice de prix aux consommateurs. Mais si vous regardez l'indice des prix aux producteurs, donc qui concerne les entreprises, indice des prix aux producteurs industriels, là on s'aperçoit qu'en fait la France n'est pas si bien classée qu'elle peut l'être concernant l'indice des prix aux consommateurs. C'est-à-dire que nos prix à l'énergie, euh, les prix d'énergie pour les entreprises ont été beaucoup moins régulés et réprimés par l'État que n'ont pu l'être les prix aux consommateurs. On pourrait faire un peu de sarcasme, cynisme et dire que les entreprises ne votant pas, l'essentiel des efforts du gouvernement s'est porté sur les consommateurs et sur les familles. Donc ça signifie que les marges des entreprises se sont automatiquement réduites. Oui, clairement, oui, clairement. La question, c'est que un indicateur assez intéressant, c'est de voir la différence entre l'indice des prix aux producteurs industriels et l'indice des prix aux consommateurs. Et quand vous considérez que sur le premier, nous avons une inflation de l'ordre d'à peu près 20%, et sur les consommateurs, sur l'indice des prix aux consommateurs, nous avons une inflation de l'ordre de 7%, vous avez 13% de hausse de prix qui n'a pas été repassée par les entreprises. Et donc ça attaque les marges, forcément. Donc c'est pas forcément un bon signal, si vous voulez. Alors j'ai dit 7% d'inflation, 7,1. Pourquoi? Parce qu'en fait j'utilise jamais les chiffres de l'INSEE, parce que je considère que chaque institut a un peu sa propre tambouille et sa propre méthodologie. Et que si vous voulez faire des comparaisons internationales, il faut utiliser des méthodologies harmonisées. Et donc j'utilise systématiquement le chiffre d'Eurostat, parce que par exemple vous avez eu des différences au niveau du traitement des prix des soins par l'INSEE qui est différent par rapport aux autres pays européens et qui fait que l'inflation mesurée par l'INSEE est inférieure d'un point à l'inflation calculée par Eurostat. Donc j'ai plutôt tendance à suivre Eurostat plutôt que de suivre la méthodologie de l'INSEE. Merci beaucoup. Alors, une question importante. Là, il y a toujours cette polémique sur la boucle prix-salaire. Il y a des pays comme la Belgique, par exemple, où il y a l'indexation des salaires sur les prix. Et d'autres pays comme la France, excepté pour le SMIC et les retraites, où il n'y a pas cette indexation. Peut-on voir une différence entre les pays qui ont cette indexation et les pays qui ne l'ont pas? Et aussi de savoir si le fait de ne pas indexer les salaires sur les prix, n'est-ce pas une manière sournoise de baisser les salaires? Alors oui, clairement. Alors, premièrement, avant de rentrer dans le fond du sujet, je vais juste donner une anecdote. Je ne sais pas comment on traduit boucle prix-salaire en portugais. Alors, ça peut paraître une petite histoire, mais en fait, c'est assez révélateur. C'est-à-dire que dans mon travail d'économiste spécialisé sur l'inflation, en tout cas en portugais, je n'utilise jamais ce terme. Et je pense qu'en France, vous focalisez beaucoup dessus. En réalité, moi j'ai tendance à raisonner de manière différente. J'ai tendance à raisonner en termes
de d'inertie de l'inflation, qui est quelque chose de beaucoup plus large. Si vous voulez, c'est pas simplement la simple indexation des salaires, c'est aussi l'indexation des prix. Euh, par exemple, le prix des autoroutes augmente en ligne avec l'inflation de manière générale, juste pour donner un exemple assez connu, parce que de droit, hein, dans les concessions, il y a un réajustement des tarifs selon l'inflation. Vous avez aussi l'inflation dans les contrats vous pouvez passer avec les fournisseurs, l'inflation va être automatiquement, les prix vont être automatiquement réajustés avec l'inflation. Et donc cette boucle prix-salaire, ces effets de second tour, j'ai tendance à voir les choses de manière beaucoup plus large que, euh, que, la, simple, que la simple question d'indexation des salaires. De même, sur la question de boucle prix-salaire, je pense que, si vous voulez, par exemple, les salaires ne font pas partie de mon modèle de prévision d'inflation. Ici, qui n'est pas du tout un modèle, Alexandre Leman a inventé son truc. C'est simplement le modèle de base utilisé par la Banque centrale ici. Voilà, on n'utilise pas du tout la variable des salaires pour voir l'effet d'entraînement que ça peut avoir sur l'inflation. En fait, on utilise une variable plus large qui est je ne saurais pas comment dire, output gap, hiato de product. Si vous voulez, c'est le taux d'utilisation des ressources dans l'économie. C'est-à-dire que c'est une variable qui prend en compte beaucoup plus de facteurs que, que les simples salaires. Par exemple, si vous avez des salaires qui augmentent beaucoup, mais que par ailleurs vous avez des capacités de production industrielle qui sont largement sous-utilisées, alors en réalité, la pression sur les coûts qui est exercée par la réindexation des salaires, elle est largement obérée, contrebalancée par espèce de capacité de production extra qui n'est pas utilisée et qui a tendance à pousser les salaires vers le bas. Donc voilà, j'ai un peu de mal à comprendre de quoi il retourne quand on parle de l'inflation, de la boucle prix-salaire. Après, sur la situation des pays qui ont cette indexation automatique, c'est difficile à dire parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui arrive tardivement dans le cycle d'inflation. Et en fait, c'est encore trop tôt, si vous voulez. Je pense que c'est plutôt un débat de 2023 où on va pouvoir euh, euh, constater si les pays ont effectivement qui ont une indexation automatique comme la Belgique ont effectivement une inflation plus haute, pardon. Si on regarde au niveau, pardon, excusez-moi, au niveau par exemple, de la Belgique, c'est pas encore concluant, quoi. On voit pas encore cet effet-là. Il est aussi difficile de se prononcer. Après, c'est sûr que, voilà, il faut pas se mentir. L'indexation des salaires, c'est un facteur d'inflation. Il est pas, c'est pas à lui seul suffisant pour faire déraper le processus. Si vous voulez, c'est de nombreux facteurs à la fois. Et si vous avez, par exemple, une forte indexation des salaires, mais en parallèle, vous avez une chute des matières premières et une valorisation de la monnaie, eh bien, vous allez avoir une désinflation, même avec réindexation des salaires. Il faut voir le problème de manière globale, et j'ai l'impression parfois, quand le sujet est abordé dans les médias français, que c'est un peu traité comme l'alpha et l'oméga du processus d'inflation. Et surtout, on parle d'effets de second tour. C'est assez marrant parce que moi, j'ai tendance à considérer que c'est les effets de troisième tour, cette question de boucle prix-salaire. Et les effets de second tour, ce serait plutôt la diffusion des chocs sur l'énergie à tout le reste. Euh, Par exemple, ce que je disais souvent, c'est que votre coiffeur,
quand il vous coupe les cheveux, ça n'a rien à voir avec le prix de l'essence. Sauf que s'il arrive à son salon de coiffure en voiture, ben finalement, il est impacté par l'augmentation des prix de l'essence. Et du coup, il va répercuter ça sur ses prix. Et donc finalement, le prix des coiffeurs est corrélé au prix de l'essence. Donc un prix qui n'a rien à voir à la base finit par être entraîné par une augmentation des parties les plus volatiles de l'inflation. Et donc cette composante de diffusion des prix, des chocs sur l'énergie et l'alimentation notamment, et d'inertie dans le processus d'inflation, pour moi ça, ce sont les véritables effets de second tour. Ensuite, la boucle prix-salaire, c'est plutôt encore après, en effet, de troisième tour. Justement, il y a donc de très nombreuses causes de l'inflation et c'est vrai que quand on écoute les économistes ou encore pire les experts de plateau de télé, eh bien, souvent on n'y comprend plus rien parce que certains nous parlent avant tout, par exemple, de la création monétaire pure par les quantitative easing qui ont été faits dans la décennie précédente, aussi bien par la BCE que par la Fed. D'autres nous parlent justement plutôt du choc des matières premières et de l'énergie, et ça semble être votre choix. D'autres vont parler justement de attention aux salaires qui ne doivent pas augmenter plus vite, etc. Et donc, quand on n'est pas spécialiste, en tout cas comme moi, on a du mal à voir quelles sont les causes premières, justement, des causes secondes ou des causes de troisième tour. Mais d'un point de vue chronologique, on peut-être quand même pointer aussi les fameux quantitative easing. Parce que l'inflation, moi je me souviens d'un de mes professeurs d'économie qui me disait, attention, l'inflation, ce n'est pas la hausse des prix, c'est l'augmentation de la masse monétaire de manière plus rapide que la production. Alors, est-ce que cette définition que j'ai vue à l'époque, mon professeur à l'EHESS, est-elle réelle ou non? Est-ce qu'on parle quand même de masse monétaire qui augmenterait plus vite que la production? Alors, sur la question des facteurs de l'inflation, c'est très simple, c'est tout à la fois. C'est-à-dire que, en fait, chaque école, chaque camp idéologique va essayer de mettre en exergue ses propres, les facteurs qui l'avantagent et un peu déprécier ceux qui sont du camp opposé. Par exemple, vous allez avoir les hétérodoxes qui vont essayer de nier complètement le rôle joué par les politiques monétaires. En réalité, c'est tout à la fois. Et c'est ça que j'ai répondu souvent dans la presse, brésilienne, presse, pardon, financière brésilienne. Je disais, voilà, c'est un alignement des planètes, en réalité. Vous avez eu tout à la fois. Vous avez eu l'inflation Covid, les politiques monétaires, les politiques budgétaires, vous avez eu le choc sur les prix de l'énergie, les facteurs climatiques. En fait, c'est le fait que tout ça ait été en même temps qui a permis à l'inflation d'exploser en réalité. Alors, sur la question de définition de l'inflation, c'est un peu plus compliqué parce que, en réalité, l'inflation telle que vous l'avez définie, c'est la définition originelle. En fait, on va dire qu'il y a trois définitions de l'inflation. Au tout début, l'inflation, c'est l'augmentation de la masse monétaire. C'est ça que c'est défini. Quand on observait l'augmentation de la masse monétaire suite à l'arrivée de l'or et l'argent de l'or et de l'argent des Amériques en Espagne, et le lien direct entre l'augmentation de la masse monétaire et la perte de valeur de la monnaie. De nos jours, on a tendance à se distancier un petit peu chez les économistes de cette définition de l'inflation et d'avoir une définition un peu plus terre à terre, parce que le lien masse monétaire et augmentation de perte de valeur de la monnaie, c'est un peu distendu. Et donc on considère que l'inflation, si vous regardez la définition de l'INSEE, par exemple, c'est la perte, donc la perte de valeur de la monnaie et une hausse généralisée des prix. Et en fait, ça veut dire exactement la même chose, parce que si vous avez une perte de la valeur de la monnaie, c'est que vos prix sont en train d'augmenter. Donc en fait, c'est une définition miroir. Alors cette première définition sur la question de la masse monétaire,
l'inflation, c'est l'augmentation de la masse monétaire, elle n'est pas fausse. Elle est même antérieure à celle de l'augmentation du niveau des prix. Mais en termes académiques, maintenant, la plupart des économistes se réfèrent surtout à l'augmentation du niveau des prix, même si, notamment dans beaucoup de cercles un petit peu autrichiens, je dirais, même si je sais que Philippe, c'est pas trop votre bord, euh, cette définition subsiste, voilà, parmi ces Autrichiens. Justement, à propos de théorie économique, on voit parfois, et particulièrement sur les réseaux sociaux, l'affrontement entre on va dire, les économistes universitaires, je pense par exemple à David Kayla, et les économistes de terrain comme Anis Lebedev. Euh, où pensez-vous que se trouveraient les meilleures analyses? Bah, en fait, ça dépend des sujets. Mais vous voyez, par exemple, il y a une grosse différence entre donner des cours et lire des articles universitaires dans son bureau et, par exemple, être toute la journée rivé sur le cours des matières premières et voir à quel point le discours plus dur de la Fed a fait s'effondrer les cotations. Là, vous constatez les effets au quotidien euh, des politiques monétaires, ou inversement, quand les annonces de quantitative easing, de politique monétaire, vous constatez aussi l'inflation des matières premières euh, de, directement voilà, derrière votre écran toute la journée. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a parfois une déconnexion entre ces deux sphères d'économistes, entre des économistes qui vont être un peu plus très intelligents, qui vont avoir un œil probablement plus de long terme, mais qui ont assez peu de connaissances de la réalité concrète, si vous voulez. Quand on vous dit, par exemple, j'ai discuté avec Anis Lajeunesse une fois, justement à ce sujet-là, entre la séparation entre les économistes et financiers de terrain et d'université. Et voilà, quand on peut vous dire que monter les taux d'intérêt, ça n'a pas d'impact sur l'inflation, n'importe qui fait du trading sur les matières premières sait très bien que, voilà, ce que je vous disais, si vous avez votre taux à 5%, en termes de spéculation, c'est pas du tout la même chose que si vous avez les taux à 0%. Quand vous avez les taux à 0%, basiquement, vous spéculez gratuitement. Alors les taux négatifs, c'est encore pire. Vous êtes payé pour vous, vous êtes payé pour spéculer. Voilà, et entre payer pour spéculer et payer 5% pour spéculer, c'est pas du tout la même chose. Et donc logiquement, ça conduit, toutes choses égales par ailleurs, à des baisses importantes du prix des matières premières quand les taux sont plus élevés. Et ça, cet effet, c'est vrai que pour nous, c'est parfois un peu difficile parfois le dialogue entre les deux sphères est un peu compliqué parce que pour nous qui sommes au quotidien, ben c'est c'est du domaine de l'évidence. Et c'est parfois un peu incompréhensible que des gens nous disent, par exemple, ben la hausse des taux n'a aucun impact. Vous voyez, par exemple, attendez, je vais essayer je vais juste ouvrir les prix mondiaux de l'essence pour que vous vous rendez compte. Donc les prix mondiaux de l'essence, ils ont fait un pic à, euh, à 3,50 dollars. Je crois que c'est le gallon, hein, je crois que l'unité c'est ça. Et on s'est effondré jusqu'à 2 dollars. Vous voyez, 3,50 et vers 2 dollars. Et le point d'inflexion, c'est exactement ce moment où la Fédérale Réserve, elle a été très très dure dans son discours. Euh, Où elle a commencé à augmenter vers 0,75 par réunion, voire on a commencé à discuter de hausse possible de 1 point, mais elle ne s'est jamais matérialisée parce que ça aurait été vraiment une hausse des taux vraiment historiquement, plus qu'historiquement haute. Voilà. Donc c'est toute une différence entre constater l'évolution des marchés, des prix au quotidien et chercher parfois des réponses dans des théories qui sont pas forcément représentatives du réel, en tout cas pas complètement représentatives du réel. Une autre question est arrivée.
Pensez-vous que l'embargo sur le diesel russe, qui devrait avoir lieu normalement en février 2023, ne risque-t-il pas de justement amener, parce que le diesel est le carburant pour tout le transport routier, donc la logistique en Europe, ne risque-t-il pas, là, une fois de plus, de remettre comment dire, une pièce dans la machine infernale de l'inflation en Europe, alors que les autres pays, eux, en seraient exemptés de ce problème? Pas forcément, et c'est là qu'est toute la difficulté de mon métier, c'est que vous pouvez très bien avoir une désinflation en France en Europe pardon, qui continue, mais par exemple vous auriez des prix qui, admettons, on va prendre un exemple assez simple, qui stagnent en Europe parce que le manque de diesel générerait une réduction forte de l'activité économique et donc des prix, des cotations mondiales. Donc vous auriez une très forte baisse des cotations mondiales des prix mondiaux de l'essence et du diesel, qui ferait que les prix baisseraient de 20 à 30%, admettons, des chiffres un peu sortis du chapeau, mais pour comprendre l'idée, de 20 à 30% dans le monde entier. Sauf qu'en Europe, comme on a une situation un peu plus particulière, on aurait une stagnation, voire simplement une légère baisse. Donc c'est pour ça que de plus en plus, il va falloir raisonner en différentiel d'inflation. C'est-à-dire que de plus en plus, l'impact de la crise en Europe, ça va pas tellement être l'inflation. Ça, on commence à en sortir, d'après moi, hein. On va encore vivre avec les effets secondaires pendant longtemps, puisque enfin, voilà, l'inflation, c'est un phénomène très inertiel, mais le pire est passé. Et de plus en plus, il va falloir raisonner en différentiel. C'est-à-dire à quel point on a perdu de la compétitivité par rapport à nos partenaires à cause de cette crise d'inflation. Et sur l'impact des sanctions, c'est très compliqué, personne ne sait vraiment. Par exemple, je vais vous citer quelque chose. Aujourd'hui, il y a une nouvelle qui est sortie dans le Financial Times, selon laquelle l'ICE, qui est la place boursière américaine, qui est responsable de tout le trading. Vous savez, quand vous regardez le prix du Brent en Europe, quand vous regardez le prix du gaz à Amsterdam, la TTF, en fait, c'est une société ICE qui s'occupe de ce trading et elle a menacé, si jamais le, le price cap sur le gaz était approuvé en Europe un peu à marche forcée, elle a menacé simplement de rapatrier le trading aux États-Unis. Vous voyez, ça aurait quand même un gros impact parce que c'est pas mal de transactions, ce serait une sorte de désindustrialisation, hein, sauf que là on parle d'industrie financière, de l'Europe par rapport aux États-Unis. Euh, donc voilà, par exemple, ça, on ne sait pas du tout si ça va pas se produire, si les menaces de ICI vont être suffisantes pour que la Commission européenne mette un peu d'eau dans son vin, pour que les chefs d'État aussi. Donc l'impact, il est assez difficile à mesurer, mais ce qui est probable, c'est que finalement, le price cap va simplement renforcer les tendances actuelles, c'est-à-dire un prix de l'énergie plus cher en Europe par rapport aux autres pays européens. Et notamment, vous savez, le pétrole, le prix de référence du pétrole mondial, c'est le Brent. Alors à la base, le Brent, c'est le pétrole de la mer du Nord, mais c'est devenu, comme ce pétrole était de bonne qualité et plutôt un pétrole moyen, il a été mis comme référence pour pour les prix mondiaux. Et toutes les cotations des pétroles régionaux, on va dire Venezuela, Brésil, Russie, en fait, sont cotés par rapport à ce Brent. En fait, vous avez un discount ou un premium. Si votre pétrole est de moins bonne qualité ou pour toutes sortes tas de raisons, voilà, vous pouvez le payer plus cher ou moins cher que vous pouvez le vendre pardon plus cher ou moins cher. Et actuellement, l'Oural, qui est un des benchmarks du pétrole russe, il se vend à peu près 30 dollars de moins
que le Brent, c'est-à-dire le prix normal du pétrole. Et alors là, c'est pour ça que l'Inde et la Chine ont fait une orgie de pétrole russe, non seulement pour l'acheter à bas prix, le raffiner et nous le vendre au prix fort, mais aussi parce que ça leur a permis d'avoir accès à des sources d'énergie moins chères et donc de, de comment dire de nous un peu nous damer le pion en termes de compétitivité. Mais alors le problème de tout ça, et je sais qu'on a parfois discuté, le problème c'est que tous ces facteurs, il est assez peu probable, d'après moi, qu'il y ait un effondrement économique de la France. Euh, c'est un peu comme les coupures de courant, je pense, rien n'est sûr. C'est-à-dire que probablement on pourrait peut-être passer l'hiver sans coupure. Pour moi, ce poison économique, il est beaucoup plus lent. La perte de compétitivité, la désindustrialisation. Et c'est peut-être pire, parce que s'il y avait un effondrement, ça forcerait les pouvoirs publics à réagir. Et là, comme finalement l'impact négatif, il va se voir que très progressivement, il est très probable que finalement il n'y ait pas de réaction. Et qu'au bout de 10 ans, on se dise, mince, mais qu'est-ce qu'on a fait? Dans, dans la casserole, au moment où on fait bouillir l'eau, mais seulement petit à petit, elle ne se sauve pas. Et une autre question, pensez-vous que Madame Christine Lagarde est the right woman in the right place? Alors, excusez-moi, c'est un peu saccadé, mais je vais Oui, essayer d'expliquer. c'est à propos de Mme Lagarde. Voilà. Est-ce que c'est vraiment la bonne personne à la bonne place dans cette tempête? Alors, au- clairement non. En tout cas, au tout début, clairement, Christine Lagarde, elle a une posture assez incompréhensible. Alors, c'est très difficile de savoir exactement ce qui se passe parce que c'est pour comprendre vraiment comment fonctionne une banque centrale, il faut avoir fait partie du board des gouverneurs ou du conseil de politique monétaire, ce qui n'est pas mon cas. Mais la Banque Centrale Européenne, elle a été vraiment l'une des dernières à adhérer à à la question du, euh, de l'inflation transitoire. C'est-à-dire qu'on disait que l'inflation est transitoire, qu'il y avait aucun problème. euh, et donc la Banque Centrale Européenne a premièrement dit qu'elle n'augmenterait pas ses taux. Et deuxièmement, elle a signalisé une hausse des taux à peu près en juillet. Mais elle avait annoncé très longtemps à l'avance, elle avait annoncé qu'elle ne ferait que 0,25. Et donc elle a un peu théorisé le fait de ne pas... elle a théorisé le fait qu'elle n'agirait pas, qu'elle attendrait d'avoir tort pour réagir, plutôt que d'agir préventivement comme le veut le bon sens en termes de politique monétaire. Donc elle a théorisé le fait qu'elle réagirait trop tard, et que quand elle ne réagirait pas à hauteur du problème. Donc ça, c'était dans un premier temps. Alors ensuite, vous avez une sorte d'errement un petit peu d'entre-deux, et maintenant, là, on est plutôt dans une situation où la Banque Centrale Européenne a un discours un petit peu plus dur, ce qui permet à, à l'euro de remonter. Si vous voulez, euh, s'il n'y avait pas eu ce discours, là, on a repris quasiment 10% en termes de dévalorisation de la monnaie, alors que on avait fait 25% presque, hein, plutôt 20% de baisse. Donc là, on récupère un petit peu de ce qu'on a perdu. Euh, 10%, j'étais un peu généreux, hein, c'est plutôt 8%. Grâce à ce discours plutôt ferme sur la question de hausse des taux, au même moment où les États-Unis commencent à réduire leur rythme de hausse des taux. À la prochaine réunion de, de politique monétaire, il est attendu que les, les États-Unis réduisent encore plus leur rythme de taux et on va s'approcher de la fin du cycle de taux. Et donc voilà, donc, si vous voulez, Christine Lagarde, elle s'est amendée de la même manière que s'est amendée toutes les banques centrales, hein. Même la Banque centrale du Brésil, elle a fait des erreurs et très rapidement, en mars 2021,
ils ont fait un peu un virage à 180 degrés et ils ont pris le problème par le corps. Donc toutes les banques centrales ont été un peu à côté à l'ouest et ont corrigé leurs erreurs. Alors vraiment, Christine Lagarde, ça a été la dernière des dernières à corriger les erreurs. Et alors la question, c'est est-ce que Christine Lagarde était un profil trop politique pour le rôle, qu'elle avait été mise là par Emmanuel Macron et que finalement elle n'était pas spécialement au fait bah, des questions économiques. Et du coup, elle s'est fait peut-être un peu intoxiquer par l'aile un petit peu dovish, hein, plutôt rassuriste, on va dire, euh, des économistes de la BCE. Est-ce que si elle avait eu un bagage en économie, est-ce qu'elle aurait pu se rendre compte que la crise inflationniste était un petit peu plus grave qu'elle le pensait? C'est difficile à dire. En tout cas, clairement, c'est vrai qu'elle a, indépendamment du fait qu'elle ait été la bonne personne au bon endroit, elle a été clairement, de toutes les banquiers centraux, celle qui s'est le plus trompée. Alors, en ce qui concerne l'euro et son avenir, l'euro pour l'instant enfin la zone euro était une zone qui était en excédent commercial avec le reste du monde du fait de l'économie allemande qui exportait beaucoup. Or, l'économie allemande semble à l'arrêt avec les problèmes énergétiques que l'on connaît. Si la locomotive allemande continue de ralentir, voire de s'arrêter, euh, quid de l'avenir, tout simplement, de l'euro comme monnaie mondiale? Alors, la question de la valorisation de l'euro à court terme, c'est essentiellement une question de politique monétaire. Voilà, l'euro se valorise parce qu'il y a une politique monétaire qui est moins dure aux États-Unis et relativement plus dure en Europe par rapport à ce que c'était avant. Alors le problème, c'est que ça, c'est les facteurs de court terme, et à long terme, normalement, la désindustrialisation de l'Europe et de l'Allemagne devrait être un facteur de fragilité de l'euro. Si vous voulez, par exemple, avant, on aurait pu évoluer dans un range de 1,10, 1,20. Et là, probablement, ben, qu'on va évoluer dans un range de 1,5, 0,85. Voilà. En fait, on a fait on a baissé d'un étage. Alors la question que je devine, c'est est-ce que la sortie de l'euro pourrait être une solution Et c'était ma question suivante, en effet, bien vu, Alexandre. Alors, dans la situation actuelle, je pense que la sortie de l'euro, c'est plus une question de compétitivité et de balance commerciale plutôt qu'une question d'inflation. En fait, ça pourrait être une question un bénéfice dans la lutte contre l'inflation si vraiment vous avez un gouvernement crédible qui s'attaque à la baisse du déficit public, baisse des dépenses, et qui donc qui libère des capacités budgétaires pour que l'État soit capable d'affronter des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, et que la Banque de France décide d'augmenter les taux à zéro en termes de taux d'intérêt réel, zéro au moins. Donc ce qui en France, les taux d'intérêt réels, on ne les calcule pas avec l'inflation passée, on les calcule avec l'inflation espérée pour l'avenir. Si vous prenez la prévision de l'OCDE, l'inflation moyenne en France, au cours de l'année, elle va être de 5%, je crois, 5,25 si je me souviens bien. Et donc, pour avoir un taux d'intérêt réel attendu de 0%, il faudrait avoir des taux de 5,25. Si vous avez un gouvernement qui sort de l'euro pour adopter ce genre de politique de réduction drastique des dépenses, avec une politique monétaire restrictive, là, la sortie de l'euro pourrait devenir une arme de lutte contre l'inflation. Mais deux observations. Premièrement, pas que ce soit vraiment le genre de politique économique qui soit plutôt bien vu dans le camp souverainiste. Deuxièmement, je pense que la question de l'euro, c'est vraiment plus une question de compétitivité plutôt qu'une question d'inflation. Si vous voulez mon avis, c'est... Voilà. Entièrement d'accord. Mais justement, par rapport à cette compétitivité, une sortie de l'euro ne serait-ce que pour ne pas aujourd'hui tout simplement
trop mieux soutenir l'économie allemande. Parce que à terme, c'est ce qui va se passer. Si nous restons dans la zone euro, nous allons être entraînés dans le gouffre dans lequel se précipite l'Allemagne. Est-ce que ce n'est pas le moment, même si on aurait dû le faire depuis longtemps, de couper les liens monétaires avec ce pays qui va rentrer dans une très grave récession? C'est assez rigolo parce que comme l'inflation augmente beaucoup en Allemagne, théoriquement l'Allemagne elle devrait dévaluer. En fait, l'Allemagne elle se retrouve dans une situation inverse de toute la période qu'on a connue avant, c'est-à-dire que les prix augmentent très fortement chez eux et pour rétablir leur compétitivité, ils devraient dévaluer, sauf qu'ils ne peuvent pas du fait du fait de l'euro. Hein. Les dévaluations ne sont pas possibles. Et inversement, le coût de l'euro pour la France se réduit un petit peu. C'est-à-dire que si vous regardez les chiffres du FMI qui souvent étaient cités, le rapport de, je ne me rappelle plus le rapport secteur externe du FMI, vous voyez que j'ai plus les chiffres en tête, hein, mais la surrévélation de l'euro pour la France a été réduite à très peu, c'est probablement 1 ou 2%. C'est vraiment très faible. Mais en fait, donc cet euro qui est plus confortable pour la France qu'avant, il cache cette autre réalité qui est une détérioration considérable de la situation de l'Allemagne. Et de toute façon, on sait tous globalement que enfin, je généralise un peu, mais l'euro mourra quand l'Allemagne en sortira. Que je crois assez vécu de la Grèce et les pays du Sud, voilà, ça n'a même pas été suffisant pour les faire sortir de l'euro. Je crois pas du tout à un scénario de sortie de l'euro de la part des pays du Sud. Ce qui pourrait être un problème pour la zone euro, ce serait plutôt voilà, un désamour de l'euro en Allemagne, et notamment du fait que vu que les prix ont beaucoup augmenté, l'Allemagne a perdu en compétitivité. Après, vous connaissez ma position. Moi, je ne crois pas, absolument pas du tout à la fin de l'euro. Je pense que si vous devez cracher du sang pour sauver l'euro, vous cracherez du sang et, euh, et l'euro survivra. Et voilà, c'est plutôt. Parce qu'il y a J'ai une, fait une une présentation. idéologie, parce qu'il y a une idéologie européiste qui est supérieure aux faits, ou parce que les uns et les autres pays auraient trop peur de sortir seuls de cette zone, ou tout simplement parce que les élites des différents pays sont euh, assujetties à d'autres puissances, que ce soit la puissance allemande ou d'autres, même encore, pourquoi pas américaines, qui auraient intérêt plutôt à avoir une monnaie euro qui soit vassalisée par rapport au dollar. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'européisme, un peu de peur, parce que c'est vrai que c'est un saut dans l'inconnu de sortir de la monnaie unique. Et surtout qu'en ce moment, voilà, je pense que beaucoup de pays ont d'autres choses à fouetter, d'autres chats à fouetter, pardon. Euh, pour moi, l'européisme un peu religieux, je sais pas si vous avez vu, je pense tous, la vidéo de Dominique Voynet qui parlait comment elle avait un peu manipulé le gouvernement Jospin pour sortir le nucléaire de la liste des énergies propres ou éligibles à des financements. Je ne connais pas les détails de cette question, c'est pas trop mon domaine. Et beaucoup de gens ont parlé de la position de Dominique Voynet, mais en réalité, il y a une sorte de scandale dans le scandale. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, le gouvernement français n'était pas tellement préoccupé de défendre sa position, mais il défendait la position jusqu'au moment où il était isolé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il était tout seul, il lâchait tout et, euh, et il voulait absolument pas apparaître comme le mauvais élève de l'Europe qui aurait dit non à un accord. Et ça, pour moi, ça c'est l'Europe, c'est c'est ça la quintessence de l'européisme. L'européisme, pour moi, c'est pas un attachement à l'Union européenne ou moi j'ai travaillé un petit peu très légèrement à Bruxelles, hein, enfin très légèrement, j'insiste. C'est juste mon stage de fin de master. Et je sais très bien que à l'intérieur des couloirs de Bruxelles, les gens sont très critiques parfois sur l'agencement institutionnel, sur les politiques. Moi, par exemple, j'ai travaillé sur le libre-échange.
les mots les plus durs, parmi les mots les plus durs contre la politique de libre-échange de l'Union européenne, je les ai entendus de la part de fonctionnaires européens. Euh, la question, c'est que l'européisme, c'est au-delà de ça, c'est une sorte de sacralisation, de religion de substitution, qui fait que toute chose serait mauvaise, toute chose qui serait contraire à l'Europe serait mauvaise par essence. Et vous avez cité au tout début de la vidéo ma signature de la pétition, en disant que je voterais contre le Frexit. Et c'est vrai, a priori, je voterais contre le Frexit. Sauf que je suis totalement ouvert au fait de me laisser convaincre. Si vous voulez, je suis pas je vote pas Remain à 100%, on va dire plutôt 60-40. J'écouterai les arguments, j'évaluerai la situation et je suis tout à fait possible de me convaincre car moi je me repose sur les faits et pas sur l'idéologie ou sur une sorte de mystification un peu de l'Union européenne qui est le symbole de l'européisme. Et pour moi, cette espèce de religion euh, est plus fort que tout, est plus fort que la rationalité économique, plus fort que la rationalité politique. Et c'est ceci que j'entends quand je dis que si vous devez cracher du sang pour sauver l'euro, alors vous cracherez du sang. Les gouvernements seront prêts à tous les sacrifices pour sauver la monnaie unique. Et j'avais fait une présentation sur la crise en zone euro l'année dernière. Alors, je ne sais plus quand est-ce que c'était un petit peu avant Noël, je crois, sur une possible crise de la zone euro du fait de la remontée des taux. Et on s'était dit que oui, c'était très probable qu'il y ait une crise de zone euro après une crise de la dette en zone euro après la crise d'inflation. Hein. Chaque crise, faut pas griller les étapes, hein, chaque crise en son temps. Et au moment où cette crise surviendrait, bah, tous les économistes de mon équipe ont été d'accord, on dit non, l'euro va survivre, mais ce sera probablement pas le même euro que nous connaissons actuellement. C'est-à-dire, ce sera probablement un euro largement affaibli, un euro un petit peu zombie, mais au moins il aura survécu. S'approche du terme de cette émission. Merci beaucoup. Une question un petit peu technique. Au moment où il y a la création de monnaie par les banques qui prêtent par exemple à une entreprise, on sait que l'entreprise, au moment où ou d'ailleurs même le particulier, au moment où il rembourse le prêt, eh bien la banque détruit l'argent qu'elle avait prêté auparavant, bien entendu, en gardant les intérêts. Et ainsi, cela permet de pouvoir limiter la création de masse monétaire qui avait été au début accordée par la création du crédit. Et donc, cette même masse monétaire est détruite au moment où l'entreprise ou le particulier rembourse. Mais dans le cas où il y a défaillance des entreprises, au moment où les entreprises ne pourraient pas rembourser justement la dette vis-à-vis des banques. Euh, Mm. que devient justement cette monnaie créée? Elle reste donc dans le circuit économique sans être détruite. Est-ce que donc, si 2023 voit certes une récession, mais avec beaucoup de faillites d'entreprises qui ne pourraient pas donc, par exemple, rembourser leur plan garanti par l'État, les fameux PGE qui ont été distribués pendant la crise Covid. Euh, que se passe-t-il d'un point de vue de masse monétaire? Que devient cet argent qui est perdu dans la nature? Alors, je vous réponds franchement, les questions d'offre de monnaie, de composition de l'offre de monnaie, enfin de la masse monétaire, c'est pas trop mon sujet. Mais oui, concrètement, théoriquement, l'économie, elle reste, parce qu'en finalement, en fait, les, comment dire, le prêt octroyé à ces entreprises sont devenus les dépôts d'autres épargnants, et donc finalement, il y a eu tout un effet multiplicateur, sans qu'en fait on revienne en arrière. Voilà, donc clairement, oui, il peut y avoir un effet d'augmenter. En fait, la masse monétaire a déjà augmenté. Il ne va pas y avoir un afflux de liquidités nouveau. L'augmentation a déjà été faite et elle s'est déjà répandue dans le secteur financier. Après, la question aussi, c'est que la, la,
la Banque Centrale Européenne, elle contrôle qu'imparfaitement l'offre de monnaie. Finalement, elle contrôle quoi? La base monétaire. Et, elle a prévu, si vous voulez, de retirer des liquidités pour, notamment en réduisant ses programmes d'actifs, en tentant de. Après, on va arriver dans la question de réduire le bilan progressivement. Euh, et, euh, et donc la Banque centrale, elle retire de la monnaie de l'économie. Après, ce contrôle est complètement imparfait. Il y a plein de bugs aussi. Ça va dépendre du comportement de l'économie comme un tout. Ça dépend aussi du comportement des banques, de si elles vont du ratio réserve-dépôt. Ça dépend aussi du comportement des agents économiques. Par exemple, si subitement tous les agents économiques décident de détenir de la monnaie espèce, ça fait un effondrement de la masse monétaire globale enfin de l'offre monétaire dans l'économie. Donc voilà, il y a tous ces paramètres qui peuvent un peu soit amplifier le mouvement de diminution de l'offre de monnaie, soit l'amplifier. C'est assez compliqué. C'est pour ça que autant Friedman a beaucoup de bonnes recommandations et de bonnes intuitions sur l'analyse de l'inflation. Alors attention dans Friedman, hein, il y a Friedman, le vrai, dans les livres qu'il a écrit, et Friedman tel que présenté sur YouTube. C'est pas forcément les mêmes théories, les mêmes mécanismes. Il y en a un qui est un peu une caricature, un peu un homme de pas, et l'autre qui est un économiste un peu intéressant, que je recommande de lire, même si on n'est pas d'accord avec tout. Et la principale recommandation de Friedman, c'était que la Banque centrale devait contrôler l'offre de monnaie, fixer un objectif de croissance pour l'offre de monnaie pour contrôler l'inflation. Et finalement, du fait de tous ces bugs dans le système qu'on a évoqué et que vous avez évoqué également, le contrôle de la Banque centrale sur l'offre de monnaie est très indirect et très imparfait. Et c'est pour ça qu'on a décidé de tous, plutôt que de faire des cibles d'offres monétaires, d'aller vers d'utiliser le taux d'intérêt comme arme principale de la Banque centrale. Et d'ailleurs, finalement, Milton Friedman, à la fin de sa vie, il s'est rallié à l'idée d'utiliser les taux d'intérêt plutôt que le contrôle direct de la masse monétaire, qui n'a jamais été très efficace. Est-ce que justement la volonté de créer maintenant ce qu'on appelle l'euro numérique ou le dollar numérique serait de court-circuiter les banques commerciales pour avoir directement de la monnaie de banque centrale dans nos poches, et ainsi que la banque centrale contrôle beaucoup mieux la masse monétaire? Alors franchement, sur le projet de monnaie numérique en, en zone euro, je vais botter en touche parce que je n'aime pas parler de sujets que je maîtrise pas du tout. Vraiment, je ne connais pas trop. Ici, au Brésil, on est plus avancé que vous sur le développement de ce projet, ce qui a beaucoup moins de réticence de la part de la population, même quasiment aucune. Enfin, j'ai très peu entendu de réticence là-dessus. Euh, et en fait, voilà, le jour où ce sera quelque chose de concret, on pourra peut-être en reparler. Et je donnerai l'expérience qu'on a de ce genre de système. Mais à l'heure actuelle, ouais, je suis assez peu au courant de ce qui se fait de la part de la Banque Centrale Européenne. Il y a beaucoup de peur et de comment dire, de fantasmes sur le contrôle de la population, le fait que les transactions sont auscultées par l'État. C'est déjà plus ou moins le cas. Hein. C'est un peu comme si vous aviez peur d'être surveillé alors que vous êtes sur Twitter ou sur Facebook à poster toutes vos photos personnelles. Eh bien, nous, comment dire, je pense que je ne vois plus de questions sur le Discord. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Peut-être une conclusion par rapport à l'année 2023, puisque nous sommes en décembre 2022 au moment de cet enregistrement, le 15 décembre pour être précis. Comment voyez-vous l'année 2023 dans la zone euro? Alors je pense que du côté de l'inflation, on aura passé le pic. Comme j'ai expliqué, la France devra avoir une inflation à la marge qui est relativement pire, enfin moins bonne que les autres pays européens.
ce qui fait que l'élément on va dire, de communication du gouvernement va un peu tomber à l'eau au moment où ils en auront le plus besoin, c'est-à-dire quand on va s'approcher de la campagne pour l'élection européenne. Du côté de l'activité, c'est difficile à dire parce que tout va dépendre du général hiver, si vous voulez. Si vous avez un Arctic Blast ou quelque chose comme ça va être beaucoup plus compliqué que si vous avez un hiver plutôt doux. Mais globalement, ce qu'on pourrait attendre, c'est quand même des pays européens qui s'enfoncent tous plus ou moins dans la récession. Si on entend récession au sens large, c'est-à-dire une croissance qui ralentit très fortement dans de nombreux domaines, c'est-à-dire pas forcément un PIB négatif. Si vous voulez, par exemple, si vous avez deux PIB négatifs à 0,1, moins 0,1, moins 0,1 et qu'ensuite ça repart très fortement, c'est peut-être un petit peu moins de récession qu'un PIB qui est à 0 pendant 2 ans. Même si le PIB ne va jamais entrer en territoire négatif et ne va jamais être en récession technique, ce qu'on dit la récession technique. Donc une forte désaccélération dans la plupart des secteurs économiques, notamment dans l'industrie. Et alors il y a un grand mystère que je vous avoue, j'en ai entendu un peu parler, mais j'ai pas encore assez d'éléments pour appuyer cette thèse. C'est qu'on beaucoup pensent qu'actuellement, énormément d'industries sont en train de turbiner, produire le maximum possible pour ensuite se mettre éteindre les chaînes de production durant l'hiver pour pas payer trop de factures d'électricité à partir de janvier. Donc la baisse actuelle de la production industrielle beaucoup de pays européens, notamment en France, en fait, elle se fait dans un contexte où l'industrie est en train de produire à mort avant l'augmentation des prix. Une fois que cette période sera passée, même si malgré ça, même malgré ce mouvement-là, l'industrie baisse, la production industrielle, quand on va arriver au moment où ils vont éteindre les chaînes de production, là, on va avoir un peu un petit carnage. Toute proportion gardée, parce que la production manufacturière en France, c'est une part relativement très modeste du PIB. J'ai pas le chiffre en tête, mais je crois qu'en France, ça doit être de l'ordre de 9%. Parce que production industrielle, c'est plus large. Mais si vous prenez exactement la production manufacturière, c'est probablement en dessous de 10%. Et donc voilà, malheureusement, comme on est fortement désindustrialisé, paradoxalement, une crise industrielle, ça nous impacte un petit peu moins que les autres, contrairement à l'Allemagne, par exemple. En fait, on a les dividendes de notre médiocrité. Voilà, je ne sais pas si c'est une bonne image ou une bonne expression, mais c'est ce que je pense. Oui, comme la désindustrialisation est malheureusement est arrivée depuis longtemps avec justement la mise en place de la zone euro, bien entendu, maintenant que la zone euro est malade, nous en souffrons moins que nous avons souffert auparavant. Eh bien, Alexandre Lohmann, nous vous remercions beaucoup pour vos lumières. Nous vous remercions aussi beaucoup pour votre volonté de débat et justement le fait que vous avez dit que vous n'étiez pas un européiste religieux, que vous écouterez les arguments au moment où la question se posera. Eh bien, j'espère qu'elle se posera le plus vite possible. Espérons-le et peut-être, pourquoi pas déjà en partie pendant les élections européennes de 2024. Merci. Merci à tous pour avoir posé ces questions intéressantes à Alexandre Lohmann et merci beaucoup. Voilà, merci pour l'invitation et puis c'était toujours un plaisir et à bientôt.